Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité. La grande ville de Shaddadi, au sud de Hasaka, a été entièrement libérée le vendredi dernier. Les forces démocratiques syriennes ont repoussé le Daesh. Elle assure maintenant la sécurité du canton de Jezre. Le Daesh a ainsi perdu un bastion stratégique. Colère du Khabour. C'est le nom de la troisième opération d'envergure menée par les forces démocratiques syriennes dans le Rojava. Après l'opération sur la ville d'Aul, puis celle sur Tishrin, cette troisième opération permet de sécuriser toute la vallée du Khabour, là où les bandes de Daesh martyrisaient les villages assyriaques. Cette victoire permet aussi de rencontrer trois objectifs stratégiques majeurs. Tout d'abord, la région de Shaddadi est riche en pétrole. Daesh se voit donc privé d'une source importante de revenus. Ensuite, la ville de Shaddadi permettait aux bandes armées d'aller frapper les villes du canton de Jezire, des villes comme Tel Hamis, Tel Tamer ou encore Serikanié. Dorénavant, toutes ces villes du canton de Jezire seront à l'abri des attaques. C'est donc un acquis considérable pour la sécurité des habitants du Rojava. Enfin, la prise de Shaddadi prive le Daesh d'un nombre important de routes, et notamment celles qui permettaient de relier la ville de Mossoul en Irak aux différentes villes du Rojava. Et la ville de Raqqa est maintenant complètement encerclée. Les forces démocratiques syriennes sont intervenues dans cette région à majorité arabe à la demande expresse des habitants, excédés des abus et des crimes de Daesh. Comme le dit le commandant des forces QSD à Shaddadi, Simko Djele, c'est toujours avec des manifestations de joie et des ululements que les habitants accueillent leur libérateur. Rappelons que les forces démocratiques syriennes ont un caractère international. Différentes composantes démocratiques de plusieurs peuples s'y côtoient. Il y a des Kurdes, il y a des Arabes, il y a des Turkmènes et il y a des chrétiens. Il y a 10 jours, les forces démocratiques syriennes ont pris l'aéroport militaire de Managir. Mais depuis lors, l'armée turque pilonne les villes du canton d'Afrin et d'Azaz. Et il y a très nombreuses victimes parmi eux. Dimanche dernier, le 14, les bombardements de l'armée turque sur les villages de Meyramia et de Enabé, dans le canton d'Afrin, ont fait 2 morts et plusieurs blessés, parmi lesquels 2 enfants, l'un de 12 ans, Mohamed Rassim Al-Humer, et un autre enfant de 4 ans, Abir Ali. Lundi, d'autres tirs ont tué d'autres enfants et blessé des dizaines de civils à Der Jamal. Des véhicules militaires turcs sont également rentrés directement sur le territoire syrien, dans le village de Meydan Ekbis, à 200 mètres de la frontière. À cet endroit, les soldats turcs construisent un énorme mur. Jeudi, c'est la ville d'Afrin qui a été prise pour cible par les canons turcs. 30 obus sont tombés sur les districts de Chié et de Djindires, tuant encore 2 civils et en blessant 2 autres. Pour mieux contrôler cette porte d'entrée vers la Syrie, par où transitent les armes et les nouvelles recrues des bandes armées de Jabhat al-Nosra ou d'Arar el-Sham, les soldats turcs ont dépêché sur place 500 rebelles selon l'agence France-Presse qui cite le SDH. Reuters parle de 2000 combattants en provenance de Turquie qui sont allés rejoindre les bandes armées qui se battent contre les Kurdes au nord d'Alep. Ces combattants sont sortis de Syrie par Idlib et ont traversé la Turquie avec toutes leurs armes, y compris leurs tanks et leurs mortiers, avant de ressurgir par le poste frontière de Bab al-Salam, près d'Azaz, comme l'explique à Reuters Abou Issa, un commandant du front du Levant. En attendant, la ville de Tel Rifat, à 6 km au sud d'Azaz, a été reprise par les forces du Jaish al-Thawar. Le Jaish al-Thawar, c'est cette armée composée d'éléments de l'armée syrienne libre qui ont rejoint les forces démocratiques syriennes. Très actives dans la région allant d'Idlib à Azaz, ces forces ont permis de couper aux différentes factions d'Arar el-Sham, du Front al-Nosra et de la brigade du Sultan Murat, toutes soutenues par la Turquie et l'Arabie saoudite, la voie d'accès qui permettait de relier la Turquie à Alep. Une réunion s'est également tenue au Conseil de sécurité de l'ONU, à la demande de la Russie, pour examiner ces bombardements de l'armée turque sur le canton d'Afrin. La session s'est terminée avec un appel, non respecté par la Turquie, à mettre un terme à ces bombardements. Signalons enfin que le long de l'Euphrate, à Tishrin, là où se trouve le barrage qui a été repris par les forces démocratiques syriennes,
le Daesh a lancé une offensive depuis le sud-ouest du barrage. Des combats violents les ont opposés aux forces démocratiques syriennes et l'offensive a été totalement repoussée. Au moins 50 membres de Daesh ont été tués dans ces combats et les forces démocratiques syriennes ont récupéré les cadavres de 18 d'entre eux. On va rejoindre par téléphone Dr Khaled Issa, qui est le représentant de PYT, le Parti de l'Union démocratique en France. Dr Khaled Issa, bonjour. Bonjour madame. Votre point de vue sur le calendrier d'Ankara et le bombardement de la Turquie sur le Rojava, est-ce que la Turquie peut utiliser ça comme prétexte pour lancer une opération terrestre à l'intérieur de la Syrie? Vous savez, lorsque le gouvernement islamiste et raciste d'Ankara constate que les terroristes sont en difficulté, et il a mis en œuvre toutes ses possibilités pour revenir au secours de ces terroristes, par des moyens logistiques et en ouvrant les frontières devant les terroristes. Et comme ces terroristes n'ont pas pu résister aux forces démocratiques de la Syrie, l'État turc intervient directement, malheureusement. Son artillerie intervient directement pour bombarder les positions forces démocratiques de la Syrie et bombarder les agglomérations libérées de ces terroristes. Donc l'État turc, il intervient par tous les moyens possibles. Si les relations internationales, le rapport de force internationale lui permettent, il va envahir la Syrie et tout le territoire syrien. Et surtout, je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de l'OTAN et surtout son intervention intervient actuellement déjà, il perturbe la sécurité de la région qui est très fragile. Et s'il intervient, bien sûr, il va mettre la sécurité, la stabilité en cause, en danger. Et les membres permanents du Conseil de sécurité doivent assumer leurs responsabilités. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est responsable de maintenir la paix et la stabilité dans la région. Khaled Issa, selon vous, la Turquie, elle est en train de faire tout son possible pour empêcher les forces démocratiques syriennes d'avancer dans le nord. Pourquoi la Turquie craint la libération des zones entre Kobani et Afrin? C'est quoi la peur? La peur, c'est parce qu'il va perdre la liaison avec les terroristes qui travaillent sous les ordres d'Ankara et aussi l'approvisionnement des trafics dont certains responsables sont impliqués, et il va perdre toute influence sur la vie politique en Syrie. Le Conseil de la Syrie démocratique prend en considération les intérêts des voisins, des forces régionales et internationales, mais surtout ils ont la responsabilité de défendre les intérêts de la Syrie, les intérêts suprêmes de tous les Syriens, tout en respectant les traités internationaux des frontières. Et malheureusement, certains voisins, surtout la Turquie, ne respectent pas le droit international, ne respectent pas les traités des frontières entre la Syrie et la Turquie. Son intervention, c'est une violation de droit international, et je pense que la communauté internationale doit mettre un terme à ces agissements irresponsables, d'autant plus que la communauté internationale, surtout les grandes puissances, se rapprochent pour un compromis, une solution politique négociée pour la crise syrienne, qui risque de faire une extension et de mettre toute la région en danger. Et le danger, c'est réel, l'instabilité de la région à cause de la crise syrienne. Nous rappelons une nouvelle fois à la communauté internationale d'assumer sa responsabilité. On a constaté que le médiateur de l'ONU, Staffan de Mistura, n'a pas donné de date précise. Dites-nous pourquoi cette conférence de Genève est encore reportée. Comme je viens de dire, à chaque fois que les grandes puissances telles que la
les États-Unis, pardon, les membres permanents du Conseil de sécurité aux Nations Unies et surtout les États-Unis d'Amérique et la Fédération de la Russie, la France, des grandes puissances, à chaque fois qu'ils se mettent d'accord pour faire une marche, un processus de négociation, il y a certaines puissances régionales qui sont rebelles, qui se comportent comme des voyous pour entraver ce processus, et notamment la Turquie. D'ailleurs, M. de Mistura, il a fait état de ses inquiétudes, des agissements irresponsables du gouvernement islamiste à Ankara. Donc la Turquie, les Saoudiens, les Qataris veulent imposer au peuple syrien des clients, voire des marionnettes pour diriger la Syrie. Alors les forces démocratiques de la Syrie n'acceptent pas que leur intérêt soit lié à des puissances, et puis au détriment des intérêts de la Syrie. La Syrie, comme j'ai dit, actuellement, il est dans une crise très grave. Les forces démocratiques essayent d'établir un système démocratique tout en respectant les intérêts des puissances régionales, mais les Syriennes et les Syriens aussi doivent défendre leurs intérêts. Et surtout ces pays-là, ils ont peur de ce système démocratique qui est créé et mis en place au nord de la Syrie, à la frontière de la Turquie, l'enragement de gouvernements racistes et intégristes d'Ankara. C'est ça, ils ont peur de la démocratie parce que ces trois États, ils n'ont pas la prétention de dire qu'ils sont des systèmes démocratiques, notamment le gouvernement turc qui mène une guerre sans merci contre une partie de sa population dans les régions est-sud du pays, le Kurdistan du Nord. Khaled Issa, un grand merci pour votre intervention et vos explications. Les bandes armées de Jabhat al-Nusra et d'Ahrar al-Sham subissent des revers au nord de Alep. Du coup, ils se sont rebattus sur le quartier de Sheikh Mahsoud, un quartier kurde à Alep. Et ces bandes armées bombardent au mortier les populations. Sheikh Mahsoud, c'est ce quartier d'Alep sous la protection des unités Yapaga, Yapaja et du Jaish al-Souar. On y dénombre quelques 10 000 réfugiés arabes. Or, les bandes armées, soutenues par l'État turc, frappent indistinctement au mortier ces populations. Elles le frappent d'autant plus violemment depuis qu'elles ont perdu l'accès à la Turquie suite à la prise de la route qui passe par l'aéroport de Menak par le Jaish al-Souar. Cette semaine, 10 civils ont été tués à Sheikh Mahsoud et des dizaines d'autres ont été blessés. Comme vous le saviez, un attentat suicide a été commis mercredi dernier à Ankara. Cela s'est produit dans le quartier où se trouvent les états-majors de l'armée turque et les bureaux de Premier ministre. Selon les rapports officiels, il y aura eu 28 morts et 61 blessés. Une auto remplie d'explosifs a explosé à hauteur d'un feu rouge dans le quartier sensible d'Ankara, là où se trouvent différents ministères, ainsi que les états-majors des forces armées turques. Des bus transportant du personnel militaire ont été détruits et on compte 20 officiers de haut rang de l'armée de l'air qui ont tous été tués. Immédiatement, les autorités turques, par la voix du Premier ministre Davutoglu et du président Erdogan, ont accusé les forces du PKK ainsi que les Yapaga de Syrie d'avoir commis cet attentat. Khadou Khalil, le porte-parole des Yapaga, a immédiatement démenti ces accusations. Pour Khalil, il s'agit d'un mensonge destiné à justifier une attaque de la Turquie sur le Rojava. D'ailleurs, aucune preuve ne pouvant par ailleurs jamais relier les Yapaga à cet attentat ne sera jamais apportée. Le président du PADA, Saleh Muslim, a lui aussi démenti catégoriquement la responsabilité des Yapaga dans l'attentat. Jeudi, les autorités turques faisaient appel aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi qu'aux représentants de l'Union européenne et à ceux de l'Allemagne et des Pays-Bas. Selon le Wall Street Journal,
Les diplomates turcs ont exhibé comme preuve des photos, mais des photos de l'attentat de Çınar à Ankara le mois dernier. Pour les représentants turcs, le mécanisme de la mise à feu serait le même dans les deux cas. Une explication pour faire porter la responsabilité de l'attentat sur les Yapaga, mais une explication qui n'a convaincu personne. John Kirby, le représentant du ministère américain des Affaires étrangères, a d'ailleurs affirmé que ce n'était pas évident de savoir qui avait commis cet attentat, et que de toute façon, les États-Unis d'Amérique continueraient à soutenir les Yapaga en Syrie dans leur combat contre le Daesh. Un Kurde de Syrie, Saleh Nedjar, était présenté comme l'auteur des attentats. Cet homme, en provenance d'Amoudé, aurait été reconnu grâce à ses empreintes digitales. Or, finalement, c'est ce vendredi que l'attentat a été revendiqué par les Faucons de la liberté du Kurdistan, les TAK. Le mensonge du président et de son premier ministre était éventé. L'auteur de l'attentat suicide s'appelait en fait Abdulbaki Sönmez. Il vient de Turquie et l'attentat a été perpétré afin de venger les civils sans défense brutalement massacrés dans les caves de Cezire. À Cezire, un massacre a été commis contre des civils qui s'étaient réfugiés dans 3 caves de la ville. On n'a pas encore sorti toutes les victimes de ce massacre commis par l'armée turque. L'État essaye de faire disparaître les traces de ce crime. Dans la ville de Cezire, ce sont pas moins de 160 personnes qui ont été massacrées dans les 3 caves prises d'assaut par les forces turques, dans les quartiers de Djoudi et de Sour. Toutes ces victimes ont été brûlées et démembrées. Actuellement, on a retrouvé 132 corps. Il en reste donc 28 sur les différents lieux du crime. Le long du fleuve Tigre, on a découvert de nombreux bras, jambes et d'autres parties de corps humains. Les habitants se sont donc rassemblés pour les collecter et ainsi pouvoir les enterrer. Les forces de l'État turc s'occupent de nettoyer les décombres des bâtiments détruits pour y faire disparaître toute trace des crimes. À cet effet, les familles des victimes n'ont pas la possibilité de venir reconnaître leurs proches. Aucun médecin indépendant, aucun avocat n'a le droit de rejoindre les instituts médico-légaux où se pratiquent les autopsies. Cette interdiction jette le doute sur l'utilisation possible par les forces turques d'armes chimiques. Tous les corps sont brûlés et démembrés. Si l'État turc voulait confisquer toutes les preuves de son crime, il ne s'y prendrait pas autrement. Cela fait 82 jours que les forces turques imposent un couvre-feu sur le quartier de Shura Ahmad. Des violences sont aussi commises contre les civils. Plus de 200 personnes se sont réfugiées dans les caves. Parmi elles, il y a des bébés et des personnes âgées. Elles risquent de subir le même sort que les autres victimes à Cezire. Mazloum Dolan est reporter pour l'agence kurde d'IHA. Il se trouve à Sour, dans une cave assiégée par les forces de l'État turc, en compagnie d'une trentaine de personnes. Depuis le début du couvre-feu à Sour, il couvre les événements. Les forces armées turques attaquent le quartier avec des hélicoptères qui tirent des roquettes. Des chars d'assaut sont déployés et détruisent les maisons. Des snipers sont positionnés un peu partout dans la ville et tuent les gens dès qu'ils tentent de sortir de chez eux. Une maison s'est effondrée sur ses habitants. Les unités de protection Yapasa sont arrivées de suite pour secourir la famille. Ils ont extrait des ruines 7 personnes blessées, souffrant de fractures diverses. Les avions de combat volent à basse altitude au-dessus du quartier de Sour pour concrétiser la menace faite par haut-parleur. Si vous ne vous rendez pas, nous procéderons à des frappes aériennes et nous vous tuerons tous. Et si les habitants sortent, comme ce fut encore le cas avec cette dame qui a osé sortir avec un drapeau blanc, ils se font assassiner sur le champ par les snipers. Selon le journaliste Mazloum Dolan, il y a actuellement environ 200 personnes réfugiées dans différentes caves de la ville. Et toutes ces personnes sont assiégées par les soldats et la police. Les bâtiments sont visés avec des armes lourdes et des tirs de mortier. De nombreux blessés attendent des soins. Des personnes âgées, mais aussi un bébé de 4 mois, la plus jeune des victimes des caves de Sour. Il n'y a ni eau, ni nourriture, et bientôt plus d'oxygène. Fatma Atesh est aussi dans la cave de Mazloum Dolan.
Elle a 70 ans et elle est blessée sévèrement à l'épaule et aux pieds. Elle attend toujours au milieu du bruit des bombes qu'une ambulance vienne mettre un terme à ses tourments. Dans son dernier SMS, ce vendredi, le journaliste de DIA expliquait que la trentaine de personnes enfermées dans la cave parvenaient à peine à respirer. Sur les 5 derniers mois de répression, on compte déjà plus de 200 civils qui ont été assassinés par les snipers turcs. Et parmi toutes ces victimes, énormément de femmes et d'enfants. Avant-hier, à Nusaybin, une mère et sa fille de 10 ans ont été visées par des tirs de sniper. Dilsha Haq, 45 ans, a été tué sur le coup et sa fille a été blessée aux jambes. Dimanche dernier, c'est un garçon de 12 ans qui a été tué à Nusaybin, Mugdat Ay, alors qu'il jouait dehors avec ses amis. Un de ses camarades, Azad Denger, 16 ans, a lui été touché d'une balle dans le pied. À Idil, les autorités ont déclaré le couvre-feu. Depuis, ce sont 4000 soldats qui agressent la population. L'électricité a été coupée. 50 tanks et véhicules blindés accompagnent les forces d'occupation. Et les fouilles de maison en maison ont immédiatement commencé. Idil avait déclaré la mise en place de sa gestion autonome en août dernier, après que le pouvoir AKP ait repoussé le résultat des urnes du 7 juin. Des unités Yapasa et Yapasagin ont été constituées. Elles défendront la population face aux occupants. L'État turc commet des massacres dans tout le Kurdistan. Des unités du PKK et de HPG et les unités féminines aussi Yajastar ont décidé de mener des actions militaires pour venger ces massacres. Toutes les attaques du PKK sont toujours revendiquées. Dimanche dernier, la guérilla du PKK a frappé un tank déployé sur le territoire d'Avachin, tandis que les unités des Yajastar visaient un poste militaire près de Zap, à Shker. Le nombre de tués dans ces attaques n'a pas pu être vérifié. À Kizil Tepe maintenant, la guérilla a visé un véhicule blindé qui transportait des membres des opérations spéciales. 5 d'entre eux ont été tués avant que le véhicule détruit ne soit enlevé. Jeudi matin, c'est un convoi militaire qui a été soufflé dans une explosion sur la route qui relie Ahmet à Bingöl. L'explosion, qui s'est produite près du village de Ali Bardak, a fait 7 victimes, uniquement des soldats, et a détruit plusieurs véhicules militaires. Cette attaque sur la route Ahmet-Bingöl vaut comme un avertissement, selon le communiqué des HPG. Elle a été menée en réaction aux massacres qui se commettent contre le peuple kurde à Jezire, à Sirnak, à Sour et à Azar. Lors des bombardements par les avions turcs des zones de la guérilla près de Haftanin, mercredi soir, les médias turcs ont relayé l'information selon laquelle 70 membres du PKK y avaient trouvé la mort. Le bureau des HPG confirme qu'il n'y a pas eu une seule victime lors de ce bombardement. Nous avons rencontré cette semaine Younes Omarjee, qui est député européen dans le groupe de la gauche unitaire. Il revient d'une mission en Turquie où il allait voir les conditions de la vie des réfugiés. Il a eu l'occasion de discuter avec le Premier ministre turc. Younes Omarjee nous explique ce qu'il pense des violences des forces turques dans le sud du pays. Écoutez-le. Nous avons rencontré les plus hautes autorités turques et nous avons d'abord fait un constat. C'est qu'actuellement, dans le sud, le sud-est de la Turquie en particulier, il y a une répression absolument très forte contre les Kurdes. Cette répression envers et contre toutes les règles du droit et du droit international en particulier. Il faut savoir que des enfants tombent sous les bombes actuellement dans le sud de la Turquie. Mais je constate que du côté des autorités turques, il y a une très grande fermeté à pourchasser jusqu'au dernier, comme ils disent, les terroristes. Là encore, je crois qu'il faut préférer la politique aux logiques purement guerrières qui ne feront qu'aggraver à terme les contradictions à l'intérieur même de la Turquie. Il y a évidemment une contradiction très forte parce que nous savons le lourd tribut payé par les combattants kurdes dans la lutte menée contre Daesh. Et nous considérons, nous, et Madame Mogherini l'a rappelé, que la lutte contre Daesh est la lutte qui doit être
prioritaire. En dehors de cette lutte, il faut sauvegarder les vies de tous les autres. À Alep, évidemment, à la frontière syrienne, mais aussi en Turquie. Une centaine de députés européens vient de lancer une pétition pour que le PKK soit retiré de la liste des organisations terroristes. Pour les parlementaires, cela permettra de régler la question kurde de manière pacifique en impliquant toutes les parties. Ils sont déjà plus de 100 députés européens qui souhaitent le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes. Une pétition a été lancée et elle sera remise au Conseil de l'Union européenne. Selon les signataires, la perspective d'une solution pacifique et démocratique à la question kurde en Turquie est compromise suite à l'escalade de violence et cela pose des problèmes de stabilité tant pour la Turquie que pour l'ensemble du Moyen-Orient. Les Kurdes sont une composante importante des luttes menées au Moyen-Orient, comme l'a encore prouvé la bataille de Kobani. Et une solution pacifique à la question kurde en Turquie ne sera pas possible sans que ne s'ouvrent des négociations avec le PKK. Il est parlementaire de rappeler également que le principe de telles négociations avait d'ailleurs été déjà accepté par l'ancien chef de gouvernement et l'actuel président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Pour les signataires français qui ont déjà signé cette pétition, citons Marie-Christine Vergiat, José Bové, Pascal Durand, Yannick Jadot, Eva Joly, Jean Lambert, Patrick Le Yarrick, Jean-Luc Mélenchon, Anne-Marie Mineur, Michel Raymond, Michel Rivasi et Christine Revaud d'Allonne Bonnefoy. Pour Marie-Christine Vergiat, instigatrice de la pétition, la mise au banc du PKK n'obéit qu'à des raisons politiques. Et cela permet au président Erdogan de franchir toutes les lignes rouges, comme encore dernièrement les attaques sur le Rojava, en prenant l'avantage de l'interdit qui frappe le PKK. On arrive à la fin de notre programme de l'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.